Un point commun entre quasiment toutes les civilisations humaines ayant peuplé notre planète est le spiritualisme, le besoin de croire en des choses invisibles, intangibles, où on peut ni voir, ni entendre, ni toucher, et parfois même ni comprendre. Croyance en des énergies, en des êtres supérieurs. Et c'est d'ailleurs peut-être cette spécificité qui nous pousse à aller vers l'inconnu, à ne pas nous arrêter à notre environnement, à notre dimension. En dehors de la spiritualité, l'être humain est insatiable lorsqu'il s'agit de découvrir des territoires, des civilisations passées ou présentes, mais aussi des espèces végétales et animales. Et pour ce dernier point, la cryptozoologie est l'outil indispensable. Il est évident que malgré nos avancées technologiques, il reste dans le monde de nombreuses espèces animales dont on ne connaît pas l'existence. Ce domaine mêlant biologie, zoologie et légende pourrait être considéré comme un mélange entre la science et les croyances, cherchant à découvrir des espèces animales inconnues, qu'elles soient existantes ou éteintes. La cryptozoologie a pour premier pilier de ne rejeter aucune piste. Elle peut alors tout aussi bien s'appuyer sur des témoignages, plus ou moins précis, sur des photos, des mythes ou sur des preuves ou possibilités scientifiques. Et comme l'ufologie, elle vit également de l'impossibilité de la science à expliquer certains faits. Certains de ces adeptes ont donc pris le parti de justifier l'intérêt de ces études en expliquant que si des témoignages attestent de l'existence d'une espèce inconnue, et bien que scientifiquement l'existence de cette espèce semble improbable, il n'est pas non plus possible de prouver son absence. La cryptozoologie s'appuie donc sur le doute et les indices dont elle dispose pour mener ses recherches. Aussi bien moquée et décriée qu'elle est prise au sérieux, cette discipline nourrit tout autant les plus pragmatiques que les plus perchés. Et tout le monde en connaît les histoires les plus emblématiques. Monstres du Loch Ness, Bigfoot, le Yéti, les loups-garous, tout autant de légendes qui s'appuient au départ sur des témoignages réels dont les récits ont ensuite traversé les âges. Sans manquer au passage d'être déformés et modifiés. Pourtant, certains relevant a priori plus du fantasme que de la réelle preuve ont abouti à la découverte de nouvelles espèces. Évidemment, il est nécessaire de faire la part des choses entre les témoignages et la caricature, ce qui ne manque pas en général dans ce type d'histoire. La découverte du calmar géant en est l'exemple parfait. De nombreux témoignages provenant de différentes régions du monde et sur plusieurs siècles attestaient de l'existence d'un animal à tentacules mesurant plusieurs dizaines de mètres. Des légendes encore plus anciennes renforcent ces croyances. Les légendes scandinaves médiévales évoquent l'existence d'un animal géant à tentacules tout droit sorti des tréfonds des océans qui attaquerait alors bateaux et équipages. Et Jules Verne s'est même inspiré de cette légende dans son ouvrage 20 milieux sous les mers, où il décrit un calmar mesurant plus de 20 mètres. Au XXe siècle, des cadavres de calmars géants ont pu être récupérés sur les plages. Des témoignages et des photos de marins ont permis d'appuyer ces découvertes. Et l'analyse de certaines autres espèces connues, comme le cachalot, qui va et vient entre la surface et les profondeurs, a amené de nouvelles preuves. Le cétacé, se nourrissant de calmars géants, remonte en surface avec sur sa peau des traces de ce combat de titans qui se déroulait à plusieurs centaines de mètres de profondeur. En analysant le diamètre des cicatrices laissées par les tentacules, aucune espèce connue ne pouvait les avoir engendrées, ce qui renforçait donc la possibilité de l'existence d'une espèce géante de calmar encore non répertoriée. Puis vinrent les premières plongées en profondeur, les premiers records et enfin l'entrée de l'homme dans les abysses. Non seulement l'existence d'une espèce de calmar géant, après avoir été filmée, était avérée, mais chaque plongée amenait de nouvelles découvertes, signe que la vie et la diversité foisonnaient sous la surface. La cryptozoologie a la qualité d'éveiller notre curiosité, en ne rejetant que très peu d'hypothèses, ce qui a parfois amené certains scientifiques à mener des études sérieuses sur des sujets a priori loufoques. Le monstre du Loch Ness en est un parfait exemple. Durant de nombreuses années, après différents témoignages, la croyance en l'existence d'une espèce de reptile marin a perduré. Il est pourtant peu probable qu'un tel animal puisse réellement nager dans les eaux du Loch Ness. Mais l'environnement, les légendes alentours ainsi que les différents témoignages accompagnés de photos floues laissent alors planer le doute. Ceci nous amène alors à constater le besoin de l'homme à croire. L'inexistence du monstre du Loch Ness a de nombreuses fois été démontrée. De nombreux témoins ont d'ailleurs révélé avoir menti et truqué les photos. Pourtant, cette histoire dont les premiers récits remontent au 5e siècle est le témoignage le plus populaire en 1939 à traverser les âges. Aujourd'hui, des recherches sont encore régulièrement menées et nos cerveaux encore trompés. En effet, notre besoin de croire en vient parfois à duper notre encéphale et notre bon sens. Pendant l'été 2016, un touriste a priori sceptique sur l'histoire du Loch Ness revient de son voyage persuadé d'avoir sans le vouloir photographié le monstre légendaire. Voyez plutôt. Vous voyez un monstre ? Un serpent peut-être.
Et il ne s'agit pourtant que de 3 phoques, les 2 de droite plongeant au moment où le troisième à gauche ressort la tête de l'eau. Et cette histoire est loin d'être un fait isolé. D'autres récits nous ont amenés à douter, pour certains à espérer que de nouvelles espèces avaient été identifiées. Des créatures qui semblent réellement inconnues sont parfois découvertes. La créature de Zuyu Maru est un cas typique. En 1977, un chalutier japonais nommé Zuyu Maru remonte dans ses filets le cadavre d'une créature étrange. Les mesures rapidement réalisées sur l'animal font état d'une taille de 10 mètres pour un poids avoisinant les 2 tonnes. Les mesures faites, quelques photos sont prises, des échantillons sont récoltés, puis la carcasse de cette créature non identifiée, surnommée Nessie en référence au monstre du Loch Ness, est remise à l'eau. Certains y voient alors une nouvelle preuve de l'existence d'une espèce particulière de dinosaure marin, le plésiosaure, démontrant que certains individus de cette espèce auraient survécu à l'extinction de masse survenue il y a 65 millions d'années. Le doute est alors permis, sachant qu'il a été prouvé qu'en effet certaines espèces animales avaient survécu et continué d'évoluer suite à cette extinction. C'est par exemple le cas des coelacanths, un poisson préhistorique apparu il y a 350 millions d'années, dont la preuve de l'existence n'a été apportée qu'en 1938. Si ces poissons ont survécu et continué d'évoluer, pourquoi le plésiosaure ne peuplerait-il pas encore nos océans ? Ce doute, s'ajoutant à de nombreux témoignages rapportés à travers le monde, dont le monstre du Loch Ness est le plus célèbre, finit d'en convaincre certains que des animaux marins de grande taille n'ont pas encore été découverts. Pour les plus pragmatiques, il est donc nécessaire d'essayer d'identifier rapidement l'espèce à laquelle appartient le cadavre remonté par le chalutier pour calmer les esprits. En effet, après s'être rendu compte de l'importance de la carcasse et de l'emballement médiatique qu'elle suscitait, l'entreprise à qui appartenait le chalutier a lancé avec sa flotte une mission de récupération du cadavre, malheureusement sans succès. Une équipe de scientifiques japonais va conclure 1 an plus tard qu'au vu de l'anatomie de la carcasse, en s'appuyant sur les photos, les récits des marins et les maigres échantillons dont ils disposent, qu'il s'agissait probablement d'un cadavre de requin pèlerin, un squale dont les mesures et le poids correspondent à celles de la créature remontée dans les filets japonais. Mais l'envie et le besoin de croire sont très forts chez de nombreuses personnes, voire dans certains cas instinctifs. Les légendes et autres mythes traversent les âges quand les explications plus rationnelles s'oublient. Et régulièrement, ces histoires reviennent sur le devant de la scène. En 2018, de nouvelles études ont été menées sur le Loch Ness. Un généticien néo-zélandais du nom de Neil Gemmell, spécialisé dans le séquençage ADN, a cherché à analyser les différents organismes vivants présents dans le lac. Et bien que le but ne soit pas de prouver l'existence d'un monstre, le scientifique est conscient que ses recherches sont suivies de près. D'un côté, ces résultats pourraient prouver l'absence du monstre, mais d'un autre, la découverte de traces ADN inconnues, sans prouver qu'elles appartiennent au monstre, relanceront assurément les débats et profiteront à la légende. Nous aimons tous les histoires, et cela dès le plus jeune âge. Et comme si les avancées de la science et sa rationalité frustraient notre imagination et notre besoin de croire en l'inconnu, nous continuons à douter. Tant qu'il restera une parcelle où l'homme ne sera pas allé, que ce soit sur Terre ou dans l'univers, le doute sera permis. Nous avons trop souvent opposé science et croyance. Pourtant, il me semble qu'elles sont inséparables. Les croyances sont souvent moteurs de recherche scientifique, et le nid sera alors oublié que des hommes se sont élevés contre des croyances pour prouver que la Terre n'était pas plate. Et à l'inverse, l'absence de résultats scientifiques probants laisse alors le champ libre aux croyances et aux hypothèses. Comme 2 aimants, elles s'attirent et se repoussent, tout comme leurs adeptes qui, sans le savoir, ont besoin les uns des autres. C'était Gohana. À bientôt.